Et si je vous disais que les paysans du Moyen Âge, malgré leurs conditions de vie difficiles, consommèrent des aliments bien plus nutritifs que ceux qui se trouvent aujourd'hui dans nos supermarchés modernes? C'est une idée qui semble totalement folle, n'est-ce pas? Nous avons tous en tête cette image d'Épinal du paysan médiéval malingre grignotant un quignon de pain dur et moisi. Mais préparez-vous à un véritable choc. La vérité est que leur survie dépendait d'une sélection de cultures d'une puissance nutritionnelle incroyable. Aujourd'hui, nous allons déterrer 6 super aliments oubliés sur lesquels ces agriculteurs s'appuyaient au quotidien. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez envie de courir dans un magasin bio pour retrouver ces trésors perdus. Car oui, il existe un grand paradoxe historique. Bien que la médecine fût rudimentaire, l'alimentation paysanne composée de plantes rustiques et non modifiées les protégeait de nombreuses carences modernes. Nous allons révéler le secret bien gardé de leur endurance face aux hivers glaciaux et aux travaux exténuants. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que notre alimentation moderne ultra transformée nous a rendus plus fragiles que nos ancêtres? Dites-moi oui ou non dans les commentaires et préparons-nous pour un voyage dans le temps. Pour bien comprendre l'importance de ces aliments, il faut d'abord se plonger dans le contexte de l'époque. Imaginez-vous en l'an 1000. Il n'y a pas de réfrigérateur, pas de camion pour transporter des fruits exotiques en plein hiver et surtout, pas de supermarché ouvert 24 heures sur 24. L'Europe est dominée par un système féodal où la grande majorité de la population travaille la terre du lever au coucher du soleil. Ce travail physique d'une intensité rare exigeait un carburant de très haute qualité. Les paysans ne pouvaient pas se permettre de cultiver des plantes fragiles. Il leur fallait des cultures capables de résister aux maladies, aux sécheresses, aux pluies torrentielles et aux gelées soudaines. C'est ici qu'entrent en jeu nos super-aliments. Contrairement aux seigneurs et aux nobles qui commencèrent déjà à consommer des viandes rôties et du pain blanc raffiné, une alimentation qui favorisait paradoxalement la goutte et les maladies cardiovasculaires, le petit peuple mangeait ce que la terre offrait de plus brut. Leur régime alimentaire, souvent qualifié de régime de pauvres, était en réalité une merveille de la diététique naturelle. Il était basé sur la biodiversité, la rotation des cultures et une connaissance intime des sols. C'est cette nécessité absolue de survie qui a façonné une assiette d'une richesse incroyable que la révolution industrielle et l'agriculture intensive ont fini par balayer et effacer de nos mémoires. Commençons notre exploration par une céréale qui était le véritable pilier de l'alimentation paysanne, j'ai nommé l'épeautre. Alors, pourquoi l'épeautre et non le blé classique que nous connaissons tous ? C'est très simple. Le blé tendre était capricieux, nécessitait de bons sols et était souvent réservé pour payer les impôts aux seigneurs ou pour fabriquer le pain blanc des riches. L'épeautre, en revanche, est un guerrier de la nature. C'est une céréale vêtue d'une enveloppe extrêmement dure qui la protège naturellement des insectes, des moisissures et du froid mordant de l'hiver. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui se cache sous cette carapace. L'épeautre contient un taux de protéines bien supérieur au blé moderne, ainsi qu'une abondance de minéraux essentiels comme le magnésium et le fer. Il est temps de briser un mythe tenace. On pense souvent que les paysans mangeaient ça mal, car leur pain était sombre et lourd. En réalité, ce pain d'épeautre complet leur fournissait une énergie à libération lente, parfaite pour tenir des journées entières au champ. Aujourd'hui, l'épeautre fait un retour timide. Pour une préparation simple de l'épeautre à la maison, il vous suffit de remplacer votre riz ou vos pâtes par des grains d'épeautre mijotés dans un bouillon. C'est une façon fantastique et rustique de redécouvrir le goût de l'histoire tout en faisant le plein de bons nutriments. Mais l'épeautre n'était pas seulement consommée sous forme de pain. Les agriculteurs médiévaux en faisaient aussi un usage quotidien sous forme de bouillie ou de gruau. Imaginez un grand chaudron en fonte suspendu au-dessus d'un feu de bois crépitant au centre de la maison paysanne. C'était là que mijotait lentement le repas du soir. L'épeautre concassée y cuisait pendant des heures, absorbant les saveurs des herbes sauvages et des quelques légumes d'hiver disponibles. Ce mode de cuisson lente et prolongée avait un avantage secret que la science moderne vient seulement de redécouvrir. La chaleur douce et l'eau permettaient de décomposer l'acide phytique présent dans l'enveloppe de la céréale. Ce processus rendait les vitamines du groupe B et les minéraux beaucoup plus facilement assimilables par le corps humain. Les paysans ne connaissaient pas la biochimie, mais leur instinct et leur tradition culinaire optimisaient parfaitement leur nutrition. C'est une belle leçon pour nous aujourd'hui. Pour intégrer cette sagesse ancienne, une préparation facile consiste à faire tremper vos grains d'épeautre la veille dans de l'eau avec un peu de jus de citron avant de les cuire le lendemain. Cela imite ce processus naturel de fermentation lente et rendra votre plat non seulement plus authentique, mais aussi infiniment plus digeste et nutritif pour votre organisme. Passons maintenant à notre deuxième super aliment oublié. Oubliez la pomme de terre, qui n'arrivera d'Amérique que des siècles plus tard. Au Moyen-Âge, le roi des légumes racines, c'était le panais.
Aujourd'hui, on le confond souvent avec une grosse carotte blanche, un peu difforme, et beaucoup de gens passent de devant au rayon légumes sans même lui accorder un regard. Pourtant, pour les travailleurs médiévaux, le panais était une question de vie ou de mort pendant les longs mois d'hiver. Pourquoi? Parce que le panais possède une caractéristique magique de survie. Plus il fait froid, plus il devient doux et sucré. Les gelées hivernales transforment ces amidons en sucre naturel. C'était une source de glucides complexes et d'énergie absolument vitale lorsque les greniers commençaient à se vider en janvier ou en février. Il est riche en fibres, en vitamine C et en potassium. Beaucoup croient à tort que la nourriture paysanne manquait totalement de saveur ou de douceur avant l'arrivée du sucre de canne. C'est totalement faux. Le panais apportait une douceur naturelle et réconfortante au ragoût et au poté. C'était la touche de réconfort après une journée glaciale. Pour profiter de ce légume exceptionnel, rien ne vaut une cuisson simple du panais au four. Coupez-le en bâtonnets, arrosez-le d'un peu d'huile, ajoutez du thym et laissez rôtir jusqu'à ce qu'il caramélise. Vous comprendrez immédiatement pourquoi nos ancêtres l'aimaient tant. Le panais avait également un autre avantage majeur qui le rendait indispensable dans les jardins de l'an 1000. Il pouvait rester en terre tout l'hiver sans pourrir. C'était, en quelque sorte, le premier congélateur naturel de l'humanité. Les paysans n'avaient pas besoin de construire des silos complexes ou de dépenser un sel précieux pour le conserver. Il suffisait d'aller piocher la terre gelée au fur et à mesure des besoins. Cette disponibilité constante en faisait un bouclier redoutable contre le scorbut, une maladie terrifiante causée par le manque de vitamine C qui décimait les marins mais épargnait souvent les paysans terriens grâce à des racines comme le panais. Il est amusant de constater que ce légume, autrefois symbole de la table des gens modestes, se retrouve aujourd'hui à la carte de nombreux restaurants étoilés. Il a fallu des siècles pour que la haute gastronomie reconnaisse sa saveur complexe, qui mêle des notes de noisettes, de céleri et d'anis. Si vous voulez créer une soupe d'hiver réconfortante en un rien de temps, l'astuce facile de préparation du panais consiste à le réduire en purée veloutée avec un peu de crème et de noix de muscade. C'est un plat rapide, économique et qui vous connecte directement à une tradition culinaire vieille de plus de 1000 ans. Un véritable voyage temporel dans votre assiette. Le troisième trésor de notre liste est probablement celui qui a littéralement sauvé l'Europe de la famine à de multiples reprises. Je vous présente les fèves. Pas les petits haricots verts fins que nous connaissons, mais de grosses fèves charnues et robustes. Avant la découverte du Nouveau Monde et l'introduction des haricots blancs ou rouges, la fève était la légumineuse reine en Europe. Elle était d'une importance si capitale qu'on l'appelait souvent la viande des pauvres. Et pour cause, la fève est une véritable bombe de protéines végétales et de fibres. Dans une société où la viande fraîche était un luxe rare, réservé aux jours de grandes fêtes ou aux tables des seigneurs, les paysans devaient retrouver leurs acides aminés ailleurs pour entretenir leurs muscles soumis à rude épreuve. Les fèves séchées pouvaient se conserver des années. Il y a un mythe moderne qui prétend que les régimes sans viande manquent de force et de vitalité. Les bâtisseurs de cathédrales et les laboureurs médiévaux, nourris principalement de fèves et de pain, prouvent exactement le contraire. Ils accomplissaient des travaux titanesques que peu d'entre nous pourraient supporter aujourd'hui. Pour reproduire cette puissance à la maison, une préparation simple de fèves consiste à réaliser une purée épaisse écrasée à l'ail et à l'huile d'olive. C'est nourrissant, délicieux et ça cale l'estomac pour toute la journée. Mais l'impact des fèves au Moyen-Âge allait bien au-delà de la simple nutrition humaine. Elles étaient au cœur de ce que l'on appelle la révolution agricole médiévale, notamment grâce au système de rotation des cultures. Les paysans avaient remarqué, sans connaître la biologie moderne, que planter du blé année après année épuisait la terre. En revanche, lorsqu'ils plantaient des fèves sur une parcelle, le sol semblait se régénérer miraculeusement. Aujourd'hui, la science nous explique que les fèves, comme toutes les légumineuses, ont la capacité de fixer l'azote de l'air et de le restituer dans la terre, servant ainsi d'engrais naturel. Sans les fèves, les rendements céréaliers auraient fini par s'effondrer, entraînant des famines cataclysmiques. Ainsi, en mangeant des fèves, les paysans ne se nourrissaient pas seulement eux-mêmes, ils soignaient aussi leurs terres. C'est l'essence même de ce que nous appelons aujourd'hui la permaculture, appliquée il y a plus de 1000 ans. Vous pouvez célébrer cette harmonie avec la nature, avec une cuisson facile des fèves en ragoût. Faites revenir des oignons, ajoutez les fèves préalablement trempées. Couvrez d'eau avec quelques herbes de Provence et laissez mijoter doucement. Vous obtiendrez un plat consistant, respectueux de l'environnement et chargé de l'histoire des campagnes européennes. Accrochez-vous bien car notre quatrième superaliment est certainement le plus étrange et le plus méconnu de tous. Il s'agit d'un fruit que l'on ne peut manger que lorsqu'il a l'air d'être complètement pourri. C'est la nèfle. Oui, vous avez bien entendu. La nèfle est le fruit du néflier, un arbre très commun dans les cours de ferme médiévales. Si vous cueillez une nèfle sur l'arbre en automne et que vous croquez dedans, c'est une catastrophe. C'est dur comme du bois et l'astringence est si forte qu'elle vous assèche la bouche instantanément. Alors,
Comment nos ancêtres consommaient-ils ce fruit rebelle? Ils utilisaient une technique appelée le blêtissement. Ils cueillaient les fruits après les premières gelées et les laissaient reposer sur de la paille pendant plusieurs semaines. Le fruit devenait brun, mou et semblait gâté. Mais à l'intérieur, une magie chimique opérait. Les tanins se décomposaient et les amidons se transformaient en sucre complexe. Le résultat, une chair douce, dont le goût rappelle étrangement celui de la compote de pommes mélangée à de la cannelle et du vin cuit. C'était la friandise ultime de l'hiver. Pour un usage simple de la nèfle, aujourd'hui, si vous avez la chance d'en trouver, il suffit d'en extraire la pulpe ramollie pour en faire une confiture express, sans même avoir besoin de rajouter de sucre. C'est un délice naturel surprenant. L'importance de la nèfle dans la psychologie et le quotidien de l'agriculteur médiéval ne doit pas être sous-estimée. Il faut se rappeler qu'à cette époque, le sucre blanc raffiné n'existait pas en Europe. Le miel sauvage ou d'élevage était disponible, mais il restait un produit relativement cher et souvent utilisé pour la médecine ou pour faire de l'hydromel. Pour les enfants des paysans et pour les adultes cherchant un peu de douceur au cœur d'un hiver long et sombre, la nèfle blette était un véritable miracle de la nature. Elle apportait des vitamines, des antioxydants, mais surtout du réconfort moral. Elle nous enseigne une grande leçon sur la patience et le respect des cycles naturels. Il y a une idée reçue selon laquelle nos ancêtres mangeaient n'importe quoi par désespoir. En réalité, ils avaient une connaissance empirique incroyable des processus de fermentation et de maturation. Ils savaient que la nature récompensait ceux qui savaient attendre. Si vous voulez étonner vos invités lors d'un repas, tentez l'élaboration facile d'un dessert aux nèfles. Mélangez simplement la pulpe blette avec un peu de crème fraîche épaisse et servez-la sur un biscuit sablé. Vous leur offrirez non seulement un dessert au goût unique de caramel épicé, mais aussi une formidable histoire à raconter sur la débrouillardise de nos aïeux. Continuons notre périple avec notre 5e super-aliment oublié, le millet. Aujourd'hui, si vous achetez du millet, c'est probablement pour remplir la mangeoire de votre oiseau de compagnie ou de vos poules. C'est une erreur monumentale. Pendant des siècles, le millet a été l'une des céréales les plus consommées par les humains à travers l'Europe rurale. Et ce pour une raison très stratégique, sa vitesse de croissance phénoménale. Les agriculteurs médiévaux vivaient dans la crainte constante des caprices de la météo. Si une récolte de blé ou de seigle était détruite par une tempête de grêle au début de l'été, c'était la famine assurée pour l'hiver suivant. C'est là que le millet intervenait comme l'ultime police d'assurance. C'est une plante qui peut pousser dans des sols pauvres et sablonneux et qui demande très peu d'eau. Mais surtout, elle arrive à maturité en seulement 60 à 90 jours. C'était la culture de la dernière chance, semée en urgence au milieu de l'été pour garantir qu'il y aurait au moins quelque chose à manger en décembre. Sur le plan nutritionnel, c'est une merveille. Le millet était naturellement sans gluten, ce qui est très à la mode aujourd'hui, et il regorge de magnésium, de phosphore et de vitamine B. Une cuisson facile du millet consiste à le faire gonfler dans du lait ou de l'eau frémissante pour créer un porridge chaud, parfumé avec un peu de miel ou des fruits secs. Le millet n'était pas seulement une roue de secours, il rythmait aussi les repas quotidiens sous diverses formes. Contrairement au blé, il est difficile d'en faire un pain levé à cause de l'absence de gluten, mais les paysans contournaient ce problème avec ingéniosité. Ils en faisaient des galettes plates cuites sur des pierres chaudes ou l'intégraient massivement dans les soupes pour les épaissir et les rendre nourrissantes. C'est l'occasion de tordre le cou à un autre mythe, l'idée que les paysans étaient constamment carencés. Le millet, grâce à sa richesse en silice, renforçait les os, les dents, les cheveux et les ongles. C'était un complément idéal pour un corps soumis à un travail manuel rude. De plus, il est hautement alcalinisant, ce qui aidait à maintenir un bon équilibre acido-basique dans l'organisme, un concept que les naturopathes modernes valorisent énormément aujourd'hui. En redécouvrant le millet, nous redécouvrons une approche de l'alimentation basée sur la résilience. C'est une céréale qui respecte les sols et demande très peu d'intrants chimiques. Pour une utilisation facile du millet au quotidien, essayez de l'utiliser comme substitut à la semoule de couscous. Égrenez-le après cuisson avec un filet d'huile d'olive, ajoutez des petits légumes croquants et vous obtenez une salade médiévale revisitée, légère, digeste et pleine de vitalité pour attaquer votre journée. Nous arrivons enfin à notre 6e et dernier super-aliment et c'est sans doute celui qui suscite le plus de malentendus aujourd'hui. Il s'agit des graines de chanvre. Je vous arrête tout de suite, il faut dissiper un mythe majeur. Non, les paysans médiévaux ne passaient pas leur journée à planer dans les champs. Le chanvre cultivé à l'époque, appelé chanvre industriel ou agricole, ne contient pratiquement aucune trace de substance psychoactive. C'était en revanche l'une des plantes les plus utiles et les plus polyvalentes que l'homme ait jamais domestiquées. Les tiges fournissaient dans des fibres incroyablement solides pour fabriquer des cordes, des voiles pour les navires et des vêtements rugueux, mais indestructibles. Mais ce qui intéressait l'estomac du paysan, c'était la graine, le chènevis. Ces petites graines sont un véritable miracle de la nature.
Elles contiennent des protéines complètes, c'est-à-dire tous les acides aminés essentiels dont le corps humain a besoin, ce qui est extrêmement rare dans le monde végétal. De plus, elles sont gorgées d'acides gras oméga 3 et oméga 6 dans des proportions idéales pour la santé cardiovasculaire et cérébrale. Pour un ajout facile des graines de chanvre à votre alimentation actuelle, il n'y a rien à cuisiner. Il suffit d'en saupoudrer une cuillère à soupe sur vos salades, vos yaourts ou vos soupes pour profiter de ce concentré de force médiévale au petit goût de noisette. La consommation des graines de chanvre au Moyen-Âge prenait des formes très pragmatiques. Souvent, elles étaient repressées pour en extraire une huile précieuse. Cette huile servait à tout. Elle alimentait les petites lampes à huile pour éclairer les chaumières pendant les longues nuits d'hiver, mais elle agrémentait aussi les plats du quotidien. Le résidu solide de cette pression, appelé le tourteau, n'était jamais jeté. Il était donné aux animaux de la ferme ou mélangé à la farine humaine lors des périodes de disette. Les paysans avaient compris que cette graine soutenait la vie sous toutes ses formes. Il est fascinant de voir qu'aujourd'hui, l'huile de chanvre est vendue à prix d'or dans les boutiques de diététique pour ses vertus anti-inflammatoires, alors qu'elle était l'huile du pauvre par excellence il y a 1000 ans. L'histoire a une drôle de façon de faire des boucles. Les médecins de l'époque recommandaient même des bouillies de chanvre pour apaiser les inflammations de l'estomac ou aider à la guérison des malades. C'était la médecine par l'alimentation dans sa forme la plus pure. Une préparation simple d'un lait de chanvre maison vous ramènera à cette époque. Mixez simplement des graines décortiquées avec de l'eau pure, filtrez le tout, et vous obtiendrez une boisson onctueuse, végétale, riche en minéraux et qui remplacera avantageusement n'importe quel lait industriel moderne. Maintenant que nous avons passé en revue ces 6 super aliments, l'épeautre, le panais, les fèves, les nèfles, le millet et les graines de chanvre, il est crucial de comprendre comment ils fonctionnaient ensemble. Le secret de la robustesse des agriculteurs médiévaux ne résidait pas dans la consommation isolée d'un seul de ces aliments, mais dans leur formidable synergie. Le concept central de la gastronomie paysanne était le potage ou la potée. C'était un plat unique, mijotant en permanence dans l'âtre de la cheminée. Chaque jour, on y ajoutait ce que la terre ou la saison voulait bien offrir. On y mettait une poignée d'épeautre pour le fond, des fèves pour la consistance et les protéines, des panais pour la douceur et peut-être une poignée de millet pour épaissir le tout. Cette méthode de cuisson lente libérait les nutriments dans le bouillon de sorte que rien n'était perdu. C'est ici que se trouve la véritable leçon de diététique médiévale. Ils pratiquaient naturellement l'association des céréales et des légumineuses, créant ainsi des repas dont le profil en acides aminés égalait celui de la viande. Il existe une croyance moderne selon laquelle il faut des repas complexes à plusieurs services pour être en bonne santé. La vérité, c'est qu'un plat unique bien pensé, préparé avec des ingrédients bruts, est infiniment supérieur. Une création facile d'un potage paysan moderne consiste simplement à réunir ces ingrédients anciens dans une grande cocotte en fonte, couvrir d'eau de source et laisser le temps faire son œuvre réparatrice. Mais alors, une question légitime se pose. Si ces aliments étaient si incroyables pour la santé, si résistants aux maladies et si bien adaptés à notre climat, pourquoi ont-ils presque totalement disparu de nos assiettes ? La réponse tient en grande partie à un événement historique bouleversant. La découverte des Amériques. À partir du XVIe siècle, le commerce mondial a introduit de nouvelles stars dans les jardins européens. La pomme de terre est arrivée avec ses rendements caloriques imbattables et a rapidement détrôné le panais et les fèves. Le maïs et le blé modernes à haut rendement ont repoussé l'épeautre et le millet vers les marges de l'agriculture. Le sucre de canne importé des colonies a rendu caduque l'utilisation des nèfles comme source de douceur. Peu à peu, l'agriculture s'est tournée vers la standardisation. On a cherché le volume, la facilité de récolte mécanique et l'aspect visuel au détriment de la densité nutritionnelle. Le chanvre, lui, a souffert de la concurrence du coton et, plus tard, des confusions légales avec ses cousins psychoactifs. Le progrès a nourri plus de bouches, c'est indéniable, et a mis fin aux grandes famines. Mais ce progrès a eu un coût caché. Nous avons perdu une biodiversité alimentaire exceptionnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière à l'échelle individuelle. Une simple réintégration des céréales rustiques dans vos placards est un acte de résistance joyeuse et délicieuse contre la standardisation de nos goûts. Il est fascinant de constater à quel point la perception de la nourriture a basculé au fil des siècles. Au Moyen-Âge, la hiérarchie sociale se lisait dans l'assiette. Les riches seigneurs fuyaient les légumes racines car ils poussaient dans la terre et étaient considérés comme impurs, proches du diable et réservés aux gueux. Ils préférèrent les oiseaux qui volaient près de Dieu. Les nobles mangèrent donc du pain blanc, des viandes épicées et buvaient du vin lourd. Résultat, l'aristocratie souffrait de scorbut, de gouttes, d'obésité et de maladies cardiaques. Pendant ce temps, le paysan, forcé de manger des fèves, du panais et de l'épeautre, consommait sans le savoir le régime alimentaire idéal recommandé par tous les cardiologues et nutritionnistes d'aujourd'hui. C'est l'un des plus grands retournements de l'histoire de la gastronomie.
Ce qui était considéré comme la nourriture des pauvres est devenu aujourd'hui le summum du raffinement diététique, souvent vendu à des prix exorbitants dans les supermarchés spécialisés. C'est un mythe de croire que la santé s'achète avec des produits exotiques venus du bout du monde. La vraie vitalité pousse souvent sous nos pieds, dans l'humilité des légumes oubliés. Si vous souhaitez rééquilibrer votre corps, une méthode simple d'alimentation naturelle consiste à appliquer cette règle médiévale: manger des choses qui ressemblent à ce qu'elles étaient quand elles sont sorties de terre. Plus l'aliment est brut, plus il contient la force de la nature. Prenons un instant pour regarder de plus près la question des fibres, ce fameux composant de notre alimentation moderne dont nous manquons tous cruellement. Aujourd'hui, on ajoute des fibres de synthèse dans des yaourts ou des biscuits industriels pour tenter de compenser les dégâts des farines ultra raffinées. L'agriculteur médiéval, lui, n'avait pas ce problème. Son alimentation, basée sur le millet, l'épeautre intégrale et des montagnes de légumineuses comme la fève, lui apportait facilement 60 à 80 grammes de fibres par jour, soit près du triple de la consommation moyenne actuelle. Ces fibres n'étaient pas seulement là pour faciliter le transit intestinal. Elles nourrissaient un microbiote d'une diversité et d'une puissance que les scientifiques peinent à imaginer aujourd'hui. Un intestin sain, c'est un système immunitaire inébranlable. C'est grâce à cette flore intestinale dopée aux superaliments rustiques qu'il parvenait à résister à un environnement souvent hostile. Beaucoup pensent que la longévité n'a augmenté que grâce aux avancées médicales. Bien que cela soit vrai pour la baisse de la mortalité infantile, un adulte médiéval qui survivait aux premières années et aux épidémies, aidé par cette nourriture de fer, pouvait très bien atteindre 70 ans ou plus, avec une étonnante vigueur physique. Pour fortifier votre flore de manière simple, la cuisson facile d'un ragoût, riche en fibres diverses, est la meilleure médecine douce que vous puissiez vous offrir. Un autre aspect crucial de ces 6 super-aliments oubliés est leur saisonnalité radicale. Aujourd'hui, l'abondance perpétuelle a déréglé nos horloges biologiques. Manger des tomates en plein mois de décembre n'a aucun sens pour notre corps. Les paysans de l'an 1000 vivaient en parfaite résonance avec le rythme de la terre. Au printemps, ils nettoyaient leur corps avec les premières herbes sauvages. En été, ils faisaient le plein de vitamines avec les fruits du frais. Mais c'est en automne et en hiver que nos super-aliments entraient en scène. Les panais récoltés sous le givre, les fèves sèches, réhydratées, les nèfles blettes et le pain d'épeautre dense étaient conçus pour réchauffer le corps de l'intérieur et fournir des graisses et des glucides réconfortants. Ce respect des saisons n'était pas un choix écologique, c'était la loi dure et implacable de la survie. Pourtant, en se soumettant à ce rythme, ils donnaient à leur organisme exactement ce dont il avait besoin au moment où il en avait besoin. C'est une erreur moderne que de vouloir manger la même chose tout au long de l'année. Notre métabolisme est ancien et réagit toujours aux changements de lumière et de température. Une adaptation simple de l'alimentation de saison consiste à redonner leur place aux racines et aux graines lourdes dès les premiers froids. Remettez le millet et les lentilles au menu quand les jours raccourcissent et observez comment votre niveau d'énergie se stabilise naturellement. Il est grand temps de dédramatiser la cuisine historique. Beaucoup de gens hésitent à acheter du panais ou de l'épeautre parce qu'ils pensent que c'est compliqué, long à préparer ou que cela nécessite des recettes savantes. C'est le dernier grand mythe que nous devons abattre. La cuisine paysanne médiévale était, par définition, la cuisine de l'urgence et de la simplicité. Les femmes et les hommes qui préparaient ces repas n'avaient pas le temps de réaliser des juliennes parfaites ou de monter des sauces émulsionnées. Ils travaillaient au champ et rentraient épuisés. Tout finissait généralement dans une même marmite. C'est la beauté de ces ingrédients rustiques. Ils se suffisent à eux-mêmes. Leurs saveurs sont si intenses, si terreuses et profondes qu'un simple ajout de sel, d'ail, d'oignon et de quelques herbes du jardin comme le thym ou le romarin suffit à créer un festin. C'est la fameuse cuisine du bon sens. Si vous manquez de temps le soir après le travail, ne commandez pas un plat préparé industriel. La préparation facile d'un dîner rustique ne vous prendra pas plus de temps. Jetez des cubes de panais sur une plaque, saupoudrez de graines de chanvre, arrosez d'huile, mettez au four, et pendant ce temps, faites bouillir du millet. En 20 minutes, vous avez préparé un repas digne d'un travailleur de la terre, chargé de nutriments vitaux, sans stress et sans équipement sophistiqué. Enfin, en réintégrant ces super aliments dans nos cuisines, nous faisons un geste profond pour l'avenir de notre agriculture. Le modèle agricole intensif moderne s'essouffle, les sols s'appauvrissent, l'eau devient rare et les variétés de blé standardisées demandent de plus en plus de traitements pour survivre. En faisant le choix de consommer de l'épeautre, du millet, des fèves ou du chanvre, nous encourageons la culture de plantes qui soignent la terre. Rappelez-vous l'action des fèves qui fixent de l'azote ou l'incroyable résistance du millet à la sécheresse. Ces plantes rustiques ont des systèmes racinaires profonds qui aèrent les sols et retiennent l'humidité. Elles sont la définition même de la durabilité. Nous pouvons tirer des leçons du passé pour sauver notre futur. Ce qui relevait de la survie pour l'agriculteur médiéval devient aujourd'hui une solution écologique évidente.
Ce n'est pas qu'une question de santé personnelle, c'est aussi un choix de société. Chaque fois que vous choisissez une céréale ancienne plutôt qu'une pâte industrielle ultra transformée, vous votez avec votre fourchette pour une agriculture plus respectueuse et plus résiliente. Une contribution simple à l'écologie locale passe par la découverte de ces produits chez les petits producteurs de votre région. C'est là que l'histoire rencontre l'action citoyenne moderne. Alors, sommes-nous prêts à regarder nos ancêtres d'un œil nouveau? L'homme médiéval n'était pas qu'un être misérable luttant dans la boue. C'était un artisan de la terre doté d'une profonde sagesse nutritionnelle dictée par la nature elle-même. Les 6 aliments que nous avons explorés, l'épeautre protecteur, le panais hivernal, la fève puissante, la nèfle patiente, le millet rapide et le chanvre complet forment ensemble une armure de santé redoutable. Ils nous rappellent que la vraie richesse nutritionnelle ne se trouve pas dans un laboratoire pharmaceutique ou dans des emballages en plastique coloré, mais dans la terre noire, la pluie et les saisons. En renouant avec ces saveurs anciennes, nous faisons bien plus que varier nos repas. Nous nous reconnectons à une chaîne humaine millénaire de résilience et d'ingéniosité. L'histoire a voulu que ces trésors soient oubliés pendant quelques siècles, balayés par le confort moderne et la mondialisation. Mais aujourd'hui, alors que nous cherchons désespérément des solutions pour manger mieux et vivre plus sainement, ces super aliments réapparaissent comme des évidences. Ne laissez pas ces connaissances retomber dans l'oubli. L'intégration facile des aliments anciens dans votre routine est un petit pas pour vous, mais un grand bond en arrière pour retrouver la vitalité perdue de l'humanité. Voilà le grand tournant de notre histoire. Qui aurait pu imaginer que la nourriture considérée comme la plus basse et la plus commune il y a 1000 ans deviendrait aujourd'hui le joyau de la nutrition naturelle? L'épeautre, le panais, les fèves, les nèfles, le millet et le chanvre ne sont pas seulement de vieux légumes ou des graines poussiéreuses. Ce sont de véritables capsules temporelles de vitalité. En comprenant comment les paysans du Moyen-Âge utilisaient l'adversité du climat et des sols pour créer un régime d'une densité nutritionnelle inégalée, nous réalisons à quel point notre confort moderne nous a parfois éloignés de l'essentiel. Le paradoxe est magnifique. Pour avancer vers une santé d'acier dans notre monde ultra-technologique, le secret est de faire un grand pas en arrière pour regarder dans le chaudron en fonte de nos ancêtres. Ces 6 super aliments oubliés vous tendent les bras pour révolutionner votre énergie quotidienne. Merci infiniment d'avoir voyagé dans le temps avec moi aujourd'hui. Si cette plongée dans les secrets de l'agriculture médiévale vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément à faire découvrir ces histoires oubliées. Et maintenant, c'est à vous de prendre la parole dans les commentaires. Lequel de ces 6 super aliments allez-vous essayer de cuisiner cette semaine? Dites-moi tout, j'ai hâte de vous lire.